Une foule immense, un millier de corps peut-être, comment le savoir, encerclait un groupe d'hommes en armure noire. Par cercles concentriques puissants, d'une amplitude presque irréelle, elle les contraignait à reculer encore et encore, toujours davantage, vers le centre de l'arc où aucune issue ne les attendait. C'est un garçon dont j'ai assisté à l'arrestation le 24 novembre 2018 sur les Champs-Élysées, avec qui je suis restée en contact, avec qui j'avais le projet de faire un portrait dans la Creuse, etc., qui n'a jamais pu se faire. Et quand 6 mois après le démarrage du mouvement, j'apprends le suicide de Yohan, j'y vois vraiment la métaphore tragique du destin de ce mouvement, qui s'est, comme lui, heurté à une société indifférente. Et j'en suis à ce point émue que je décide de me lancer dans la fièvre, que je commence à écrire l'été suivant. Chacun est véritablement dans sa bulle sociale, avec des difficultés extrêmes à en sortir, pour ceux qui le tentent d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un motif qu'on retrouve tout au long du livre. Il vaut autant pour les bourgeois qui n'arrivent pas, alors qu'ils sont parfois à quelques quartiers d'écart, seulement des événements survenus sur les Champs-Élysées, ils n'arrivent pas à voir ce qui se passe, à le ressentir, à en être touchés. Mais c'est valable aussi pour les militants politiques, les professionnels de la Révolution, que je mets en scène beaucoup dans ce livre, que ce soit le petit milieu universitaire gauchiste ou les trotskistes, les militants de terrain. On voit que chacun en fait est enfermé dans ses représentations, qu'elles soient de classe, qu'elles soient intellectuelles ou qu'elles soient humaines, et qu'il est extrêmement difficile de franchir le mur social. Ce jour-là, peu avant midi, le visage ravagé par les larmes sans émotion provoquées par les gaz, Éliel Laurent vit la force en échec. Il vit la troupe en détresse, sans recours face à la foule, presque prête à implorer la clémence. Il vit la puissance de l'État se soumettre face à l'avancée fulgurante de l'émeute. Il vit tout cela qui ne survient jamais, même pas une fois par siècle, mais aucun mot ne vint mettre le sceau de la certitude sur ses impressions profondes. Aucun souvenir ne vint à son aide pour saisir la nature de ce qu'il était en train d'embrasser du regard. On retrouve un petit peu le même style que dans le monde livre, mais il y avait déjà cette volonté, à travers un style classique, de mettre une espèce d'épaisseur temporelle entre le moment de l'écriture et les événements vécus souvent quasiment de façon contemporaine, puisque là je parle comme d'une séquence d'histoire, d'événements survenus il y a moins d'1 an, ou en tout cas pour le démarrage il y a 2 ans à peu près. Et cette démarche-là, elle est importante pour moi, justement parce que même le soulèvement des Gilets jaunes est le plus important soulèvement depuis mai 68. Et mai 68 est devenu une séquence d'histoire 1000 fois relatée dans des films, dans des livres, etc. Je pense qu'il faut des gens, des témoins, pour lutter contre l'oubli. Comme un rêve dont la puissance nous torturait il y a quelques secondes encore, s'évapore avec une déroutante immédiateté si l'on n'en note pas les détails au réveil, il était déjà passé à autre chose. La plupart des êtres ont besoin de confirmation collective, après coup, pour comprendre la nature de ce qu'ils ont vécu. Rien n'est jamais historique au ras du bitume, dans les gaz et l'action, même pour les protagonistes du moment. L'histoire commence sur le cadavre des événements, une fois la fièvre retombée, dans la nostalgie éperdue des acteurs ou dans le pas de recul effrayé des observateurs, quand le linceul des mots vient recouvrir des réalités honnies ou bien chéries, dans la bataille des récits sincères ou obliques, quand les épithètes et les adjectifs tombent comme des sentences pour décider de ce qui sera anecdote négligeable ou bascule décisive du temps.